Bien, on a vu l'extraction par motif, de dire qu'on voulait extraire d'une variable le contenu soit de la fin, soit du début, en fonction d'un motif donné. Il existe aussi la possibilité de remplacer une partie du contenu d'une variable par un remplacement par motif, en utilisant les jokers du shell, du bash, pour trouver une correspondance donc d'un motif dans une variable et de le remplacer par soit une autre valeur, soit par du texte, soit le contenu d'une variable par exemple. À noter que seule la première occurrence sera remplacée. Exemple, on a une variable par exemple univ, une variable univ qui contient IUT2 et derrière underscore lieu underscore, une autre variable nom qui contient l'anion, et je vais faire un écho de $univ, de ma variable univ, mais je vais demander à ce que lors de l'utilisation du contenu de la variable, elle ne soit pas utilisée en l'état, mais qu'on fasse une recherche d'un motif, à savoir le underscore lieu underscore, et qu'on remplace, s'il est présent, si on le trouve, la première occurrence en tout cas, on va la remplacer par un autre contenu, et là je choisis que ce soit le contenu de la variable $nom. Ça va donc aboutir à l'affichage de IUT de l'anion, puisqu'en fait le underscore lieu underscore va être trouvé et remplacé par le contenu de la variable l'anion, de la variable nom qui contient l'anion. Deuxième exemple, groupe B1.txt, je vais faire j'affecte ça à ma variable fic, et je vais faire un écho de $fic en cherchant la présence d'un point, suivi de 3 caractères quelconques, donc je rappelle ce sont les jokers du shell qui sont utilisés là, point 3 caractères quelconques, et je vais remplacer la première occurrence que je vais trouver par .doc, donc ça va m'afficher groupe B1.doc au lieu de m'afficher groupe B1.txt. La syntaxe de remplacement de toutes les occurrences est la suivante, puisque dans l'exemple précédent, dans la syntaxe précédente, on mettait un slash, ça remplaçait la première occurrence, donc la syntaxe pour toutes les occurrences, c'est de mettre / pour remplacer toutes les occurrences du motif par la chaîne de remplacement. Exemple, fic égale 1 espace nom, espace 2, espace fichier, espace avec des espaces, j'ai donc une chaîne avec les mots sont séparés par des espaces, je fais fic new égale $fic / pour dire je vais remplacer cette fois-ci, non pas la première occurrence, mais toutes les occurrences de quoi? D'un espace par un underscore. J'affiche fic underscore new, et ça va m'afficher donc la chaîne précédente, mais cette fois-ci en remplaçant tous les espaces par des underscores. Il est possible de combiner donc la syntaxe de remplacement avec celle de la recherche de motifs. La syntaxe est donc la suivante, $accolade, donc vous commencez à être habitué à ça, le nom de ma variable, /, et cette fois-ci je dis donc je veux chercher mon motif à la fin, donc je fais un dièse motif, donc il va rechercher à la fin du contenu de ma variable le motif en question et le remplacer par la chaîne de remplacement. Je peux mettre de la même manière un % motif pour dire que le motif doit être trouvé au début de ma chaîne. Ça fonctionne puisque en fait les motifs sont des motifs du shell, du bash, et qu'on n'a pas cette notion de début et de fin de chaîne qu'on trouve dans les regex, donc ça permet de compenser en fait ce manque. Les syntaxes de remplacer tout et le mode glouton sont aussi utilisables. Donc on a vu le dièse et le pourcent motif. On peut faire un dièse et % motif pour chercher en mode glouton et en utilisant avec le / pour faire le remplacer partout. La portée des variables maintenant. Qu'est-ce que la portée des variables? Par défaut, les variables sont locales au bash ou au script qui les définit. Par exemple, si j'ai dans mon bash, je lance un script A qui lui-même lance un script B, si A crée des variables, elles vont être visibles dans le script A, c'est normal, elle crée des variables, et bien voilà, elle peut les voir, sinon ça servirait pas à grand chose. Mais elles vont être invisibles à la fois dans le bash qui a appelé le script A, et elles vont aussi être invisibles dans le script B qui est appelé par le script A. Donc elles sont locales au script A. Par extension, les variables du script A qui seraient redéfinies dans le script B,
eh ben, ne vont pas modifier les variables du script A. Si dans le script B on redéfinit les mêmes variables, ou certaines variables qui portent le même nom, eh bien elles seront locales tout simplement au script B, tout comme les premières variables sont locales au script A. Donc elles sont totalement séparées, même si elles portent des noms identiques. Je rappelle aussi qu'on a vu la possibilité d'exécuter un script en tapant ./script. Alors c'est pas ./script, hein. ./script c'est pour dire j'exécute le script qui se trouve dans mon répertoire local. ./script ou source/script, ça permet d'exécuter le script dans le shell courant, parce que quand on exécute une commande ou quand on exécute un script surtout, eh bien ça va créer un shell supplémentaire pour exécuter le script. Si on fait ./script ou source/script, ça ne crée pas ce shell supplémentaire, ça invoque le script dans le shell dans lequel je suis. Et la répercussion que ça, c'est tout simplement que les variables en question, comme elles sont locales au shell qui exécute le script, comme on ne crée pas de nouveau shell, eh bien les variables qui sont créées dans le script vont se retrouver, vont rester en fait dans le shell courant, puisqu'il n'y a pas d'isolation, puisqu'il n'y a pas de création d'un deuxième shell pour exécuter notre script. Exemple, avec un script qui s'appelle test.sh, qui contient la chose suivante, nom égale Lulu, echo $non. Donc on va quand on va exécuter le script va créer localement dans son shell qui est créé pour l'occasion, pour exécuter ce script-là, il va créer donc une variable nom qui va affecter à Lulu, et si ma variable nom, je l'affecte dans mon shell courant, je fais nom égale Lola et que j'exécute mon script, le script va donc créer localement pour lui une nouvelle variable qui va contenir Lulu, qui va afficher, et quand je vais ressortir de mon script, eh bien je vais retrouver ma variable nom qui contenait Lola, intouchée en l'état, puisque le shell test.sh aura créé sa variable pour lui localement, sans impacter la variable qui se trouvait définie plus haut dans le shell appelant. Donc on va obtenir comme affichage, on va obtenir Lulu, le Lulu du test.sh, et quand j'affiche ensuite avec un écho $non, je vais retrouver Lola, preuve que ma variable n'aura pas été impactée, qu'elle est bien locale au script test.sh. Un script peut décider de rendre visibles certaines de ces variables, et la visibilité, c'est que ces variables vont devenir accessibles, visibles, dans tous les scripts qui vont être appelés ultérieurement, mais pas du tout dans le bash qui a appelé le script dans lequel je fais cette action-là. Pour rendre visible une telle variable, on utilise une commande interne au shell qui s'appelle export. Je fais donc export le nom de la variable, ou je fais export le nom de la variable, un nom de variable égale une valeur. Si je fais juste export un nom de variable, eh bien la variable existante qui porte ce nom-là va être visible dans tous les scripts que je vais appeler à partir de ce moment-là. Si je fais un export nom de variable égale valeur, non seulement je fais ça, mais en plus je lui affecte une nouvelle valeur, à cette variable. Exemple de script test2.sh et test3.sh. Test2 va faire un export de nom, de la variable nom, en lui affectant la variable Lulu, et va appeler le script test3, et au retour de cet appel, va rafficher sa variable, le contenu de sa variable nom. Dans test3, il n'y a pas d'affectation, on affiche directement le contenu de la variable nom, donc a priori, ça devrait afficher vide, mais il se trouve que la variable nom, elle a été exportée dans le script 2, qui est le script appelant. Donc en fait, on va voir ce qui se passe, et derrière cet affichage, je vais affecter une nouvelle valeur à la variable nom. Pour exécuter tout ça, je vais commencer par affecter une variable dans mon shell, une variable nom avec Lola. Je vais appeler le test2, et au retour du test2, je vais afficher ma variable nom pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur cette variable nom. Qu'est-ce qui se passe?
Donc, nom égale Lola, j'appelle le test 2. Dans test 2, on exporte cette même variable-là en lui mettant Lulu et on appelle le test 3 qui, lui, première chose qu'il fait, affiche $nom. Donc le premier affichage que j'ai, c'est finalement l'affichage qui se passe dans test 3. Et il va afficher Lulu. Pourquoi il affiche Lulu ? Parce que le test 2, qui est le shell qui a appelé test 3, a exporté sa variable nom en disant nom égale Lulu. Donc dans le test 3, c'est normal que j'ai un affichage de Lulu. Test 3 modifie ensuite le nom en Lily. Et c'est tout ce qu'il fait, il ressort. Donc en fait, dans le test 2, je reviens de mon test 3, de l'appel de test 3, et j'affiche la variable nom. Qu'est-ce qu'elle m'affiche ? Elle m'affiche le Lulu, c'est-à-dire la valeur inchangée de nom. Même si dans test 3, j'ai changé la valeur de nom en Lily. Je l'ai changé, mais c'est pas la variable nom. Elle est connue parce qu'elle a été exportée de test 2, mais elle n'est pas, même si je la modifie dans test 3, je la modifie localement. Il n'y a pas d'impact sur la valeur qu'avait la variable nom dans test 2. Mais par contre, dans test 3, je vois bien cette variable avec son contenu. Mais toute modification que je fais n'a pas d'impact sur ce qui se passait sur la variable qui a été exportée. La variable qui a été exportée, elle est visible, mais si je tente de la modifier, je ne modifie qu'une copie locale finalement. Et ensuite, quand je ressors de mon test 2.sh, eh bien, j'affiche echo-nom, et j'ai bien Lola, puisque ma variable nom égale Lola dans mon bash, le bash donc qui a appelé le test 2, je n'ai pas fait un export de nom, donc même si je l'avais fait de toute manière, je récupère, ça n'impacte pas ma variable nom qui reste Lola. Bon, c'est un petit peu... l'explication est bonne, bien évidemment, mais c'est un peu touffu à expliquer et à comprendre. Donc je vous conseille de faire des tests par vous-même et de reprendre cette diapositive pour bien comprendre quel est le mécanisme d'export, que l'export permet de voir dans les scripts qui suivent, mais que les scripts qui suivent ne peuvent pas modifier, même si la variable est exportée, ne peuvent pas modifier cette variable. S'ils font une modification, la modification ne restera que locale au script. On a donc deux types de variables, des variables locales et des variables globales. Les variables locales sont les variables qu'on connaît, qu'on a vues jusqu'à présent. On affecte une variable, elle est locale au script et elle disparaît une fois qu'on quitte que le script s'est exécuté. Les variables globales doivent donc être exportées. Pour lister ces deux types de variables, on a deux commandes qui sont internes au bash. On a set qui permet de lister les variables qui sont locales et on a env qui permet de lister les variables globales, les variables exportées, et on les appelle aussi, ces variables, on les appelle des variables d'environnement, d'où le nom de la commande interne, env, pour lister ces variables globales. Les variables d'environnement, donc les variables globales, sont généralement définies avec des noms en majuscules. C'est pas une obligation, mais en général, c'est ce qu'on fait pour les distinguer des autres variables qui sont pas des variables globales, pas des variables d'environnement. On a quelques exemples qu'on connaît déjà. La variable pass qui contient la liste des dossiers dans lesquels on peut trouver des commandes. On a autrement la variable home qui contient le nom du home directory de l'utilisateur, et on a la variable pwd, il y en a d'autres, c'est juste que quelques exemples, la variable pwd qui contient donc le nom du chemin courant. On connaît la commande pwd qui est print working directory, qui affiche le répertoire de courant, le répertoire de travail. Et la variable pwd, c'est aussi une variable qui correspond à la même chose que ce que affiche la commande pwd. C'est une variable qui est dynamique parce que à chaque fois que je vais faire un cd, le shell va changer le contenu de cette variable par le nouveau répertoire dans lequel je me trouve quand je fais un CD. Un cas particulier, il existe une écriture particulière pour lancer une commande et en même temps qu'on définit des variables, une ou des variables, et ces variables seront vues dans la commande, donc dans le script que je lance, seront locales à la commande et seront supprimées quand la commande aura terminé de s'exécuter. La syntaxe, c'est de dire nom de variable égale valeur, espace, ma commande avec ses paramètres. Exemple d'un script compile qui contiendrait donc un shebang bin bash et un gcc espace $source -o exe. On voit que cette ligne-là, c'est la première ligne de mon script, et que $source, il n'y a pas de création $source au-dessus. Donc finalement, on peut se dire, $source n'existe pas. Effectivement, $source n'existe pas. Mais ce script compile est prévu pour être exécuté de la manière suivante, en disant source égale
un fichier source, par exemple exo.c, espace ./compile. En faisant ça, on dit au shell exécute compile, mais avant d'exécuter compile, tu vas définir une variable qui va être vue dans compile, qui ne sera vue que dans compile, qui sera temporaire pendant l'exécution de compile, et qui va contenir, donc, qui s'appelle source, et qui va contenir exo.c. Ce qui va permettre donc d'exécuter le script en définissant momentanément et à la volée une variable $source qui est utilisée dans le script compile. À noter qu'on peut définir autant de variables qu'on veut, il suffit juste de mettre nom égale valeur, espace nom égale valeur, espace nom égale valeur, espace notre script avec ses paramètres, et ça va définir autant de variables qu'il y a de couples de nom égale valeur précédant le script. Exemple, nom égale Toto, prénom égale Lily, âge égale 12, espace ./script. Dans le script, je me retrouve donc avec trois variables, nom, prénom et âge. On va revenir sur les commandes. On a vu déjà pas mal de commandes, la manière dont on lançait les commandes, mais je voudrais revenir un petit peu sur la manière dont sont lancées les commandes, et notamment les commandes en parallèle. On a deux manières de lancer des commandes en parallèle. Une première manière qu'on connaît, qui est de les lancer en arrière-plan, commande 1 avec un « et », commande 2 avec un « et », commande 3. Donc il va lancer commande 1 et nous rendre tout de suite la main. Donc je vais pouvoir lancer commande 2, comme il y a un « et », il va me redonner la main tout de suite, et je vais pouvoir lancer commande 3. Et je vais aboutir donc avec trois commandes qui sont en train de s'exécuter en parallèle. Ça, c'est un premier cas qu'on connaît bien. Un deuxième cas qu'on connaît bien aussi, mais que vous n'avez peut-être pas compris comme étant des commandes en parallèle. C'est les pipes. Commande 1, pipe commande 2, pipe commande 3. Eh bien, ce sont trois commandes qui sont lancées aussi en parallèle. On pourrait penser que commande 1 est lancée en premier, et une fois qu'il s'est terminé, il va donner ce qu'il a produit à manger à commande 2, et qu'elle va faire pareil avec commande 3. En fait, non. Les trois commandes sont lancées en parallèle les unes derrière les autres, et en fait commande 2 va s'alimenter de ce que produit commande 1 au fur et à mesure que commande 1 produit de la donnée. Et commande 2 va aussi produire de la donnée, et commande 3 va s'alimenter de ce que commande 2 produit comme donnée au fur et à mesure que ça se passe. Donc si vous faites un grep par exemple pour rechercher quelque chose dans un fichier, dans un très gros fichier, et que vous faites un pipe wc-l pour compter le nombre de fois que vous allez trouver cette chose-là, eh bien la commande grep va envoyer sur son std-out au fur et à mesure qu'elle trouve des choses qui vont correspondre à ce qu'on cherche, elle va les envoyer sur son std-out, et wc-l va s'exécuter en parallèle et va lire au fur et à mesure sur son std-in, au fur et à mesure que ça arrive. Alors évidemment, ça va arriver au compte-gouttes, si c'est une grosse commande grep qui prend, 10 minutes à s'exécuter, et que grep trouve des choses une fois de temps en temps, toutes les quelques secondes, eh bien, wc-l va lire au fur et à mesure que ça arrive, et va attendre qu'il y ait encore du nouveau contenu qui arrive. Donc tout ça, ça se passe en parallèle, commande 1, commande 2, commande 3, les trois commandes se passent en parallèle les unes des autres. Alors évidemment, ces deux options n'ont pas le même usage. Dans le premier cas, avec le « et », on va exécuter des commandes en arrière-plan, mais des commandes qui sont totalement indépendantes les unes des autres. Ce que fait commande 1 a aucun impact sur ce que fait commande 2, et pareil pour commande 3. Par contre, commande 1, pipe commande 2, pipe commande 3, dans le deuxième cas, là, les commandes sont quand même intimement liées. C'est-à-dire commande 2 va s'alimenter de ce que commande 1 produit, et pareil pour commande 3 avec commande 2. Donc, c'est pas le même usage, c'est pas le même fonctionnement, mais ce sont quand même deux écritures qui engendrent des commandes qui s'exécutent en parallèle. Maintenant, les commandes successives, donc des commandes qui s'exécutent en série. Pour lancer des commandes l'une après l'autre, on peut les séparer par des points-virgules. Alors si on lance commande 1, elle va s'exécuter. Si on tape commande 2, entrée, commande 1 étant en train de s'exécuter, commande 2 va pas s'exécuter. Il se trouve que le shell, quand on va taper commande 2, alors que commande 1 sera en train de s'exécuter, tout ce qu'on aura tapé, commande 2, entrée, il va mettre ça dans un coin, et puis il va dire, quand commande 1 aura terminé de s'exécuter, je vais regarder ce que j'avais mis dans un coin, et je vais exécuter commande 2 derrière. Mais c'est pas un mode de fonctionnement super pratique, et déconseillé, parce que si commande 1 produit de l'affichage, et quand on va taper commande 2 en même temps, ça va venir perturber l'affichage, on va plus trop voir ce qu'on tape. Donc la bonne manière d'écrire, si on veut écrire trois commandes à s'exécuter en série, c'est-à-dire commande 1 d'abord, et quand commande 1 s'est terminé, ensuite commande 2, puis commande 2 s'est terminé,
on fait commande 3, eh bien c'est de les écrire en les séparant par des points-virgules, et il va donc exécuter les 3 commandes les unes derrière les autres. Si jamais on fait un CTRL-C alors que commande 1 s'exécute, commande 2 et commande 3 ne vont pas s'exécuter puisque commande 1 se sera interrompu par un CTRL-C. Enchaînement conditionnel, pour lancer une commande en fonction du résultat d'une commande précédente, c'est-à-dire qu'on veut exécuter une deuxième commande, mais seulement à certaines conditions par rapport au retour, et à ce que la première commande a retourné. Alors retourné, pas en tant que ce qu'elle a affiché à l'écran, mais le code de retour de la commande précédente. Eh bien, on a la possibilité de faire un test, mais si on a pas mal de commandes à exécuter successivement, ça peut être assez lourd. Pourquoi ? Parce que le texte va se présenter de la forme suivante, commande 1, if test $, je rappelle $, c'est quel est le code de retour de la commande précédente. Donc le test va regarder, est-ce que la commande précédente a retourné avec un code 0, qui signifie tout s'est bien passé. Then, j'exécute ma commande 2. Pareil avec la commande 2. Si test $, on va tester comment s'est passée la commande 2. Si son code de retour c'est 0, then, exécute commande 3, etc., etc. Vous voyez qu'on a une imbrication de if, then, qui peut être assez importante, cette imbrication. Donc il y a une façon plus concise d'écrire une telle succession de commandes, c'est-à-dire des exécutions dont chaque commande est conditionnée par le résultat de la commande précédente. La syntaxe, c'est tout simplement d'écrire commande 1, commande 2, commande 3, etc. On peut enchaîner comme ça toute une série de commandes. Commande 2 n'est exécutée que si commande 1 s'est bien déroulée, c'est-à-dire à retourner 0. Puis commande 3 est exécutée que si commande 2 s'est bien déroulée, etc., etc. Cette syntaxe-là repose sur la façon dont Bash interprète et évalue les expressions logiques. L'enchaînement des commandes va s'arrêter dès que l'expression est fausse, c'est-à-dire dès qu'une commande retourne un code d'erreur, eh bien on va pas plus loin. Et on pourrait traduire ça ou exprimer ça en français de la forme suivante. Pour être un succès, on doit réussir commande 1 et commande 2 et commande 3. Donc il n'y a aucune raison de lancer la commande 2 si déjà la commande 1 n'a pas été un succès. Pourquoi ? Parce que pour que l'ensemble soit un succès, il faut que commande 1 et commande 2 et commande 3 soient un succès. Si commande 1 déjà n'est pas un succès, c'est pas la peine d'exécuter commande 2. On fera pas mieux, puisque la première n'est pas un succès, l'ensemble sera un échec. Par exemple, pour vous, pour réussir votre DUT, vous devez réussir votre S1 et votre S2 et votre S3 et votre S4. Eh bien, on va pas, alors bon, c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'on fait en DUT, parce qu'on vous accorde la possibilité de compenser, mais si on prenait ça dans l'absolu, vous comprenez le mécanisme, c'est qu'on va dire que ça sert à rien d'aller plus loin si déjà S1 est pas bon. Donc on va pas exécuter S2, ni S3, ni S4 si S1 n'est pas bon. Donc dans l'idée c'est ça, c'est de dire pour être un succès, on doit réussir tout, et s'il y en a un qui est pas bon, eh ben on s'arrête, on ne va pas plus loin. Exemple, mkdir tilde, donc le tilde c'est l'home directory, petit rappel, mkdir tilde /src, on va créer un répertoire src dans notre home directory, et on va exécuter la commande echo ok supérieur à tilde /src/fic. Donc la deuxième commande ne peut pas aboutir si la première n'a pas fonctionné. On va supposer que le répertoire src n'existe pas déjà, bien évidemment. Donc la seconde commande ne peut pas aboutir si déjà on n'a pas réussi à créer notre répertoire src. Ça sert à rien d'aller plus loin. Donc le et permet de dire c'est pas la peine d'aller plus loin si déjà t'as pas réussi ta première étape. Une autre syntaxe qui est similaire à celle-là, c'est avec un ou, pipe. Alors attention, le pipe seul existe, vous savez, c'est pour piper, pour enchaîner deux commandes. Le contenu de la première, le résultat, ce que produit la première va alimenter la deuxième. Donc vous trompez pas, ne mettez pas commande 1, pipe, commande 2, pipe, commande 3, ça n'a rien à voir. Les deux pipes ici ne sont pas des pipes, ce sont des ou. Comme en C. Donc l'enchaînement de la commande va s'arrêter dès que l'expression est value à vrai cette fois-ci. Donc dès qu'une commande retourne un code de succès, on va pas plus loin. Et on pourrait donc traduire ça en français, ou l'exprimer en français de la manière suivante, c'est pour être un succès, on doit réussir commande 1, ou commande 2, ou commande 3.
Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Si déjà commande 1 a été un succès, et ben c'est bon. Si un succès signifie c'est commande 1 ou commande 2 ou commande 3, et bien si commande 1 est un succès, c'est pas la peine d'aller plus loin, l'ensemble sera un succès. Ça sert à quoi? Prenons un exemple. GCC exo1.c-o exo1 pardon, c'est pas un pipe, echo encore un bug supérieur à mes échecs. La seconde commande, le echo encore un bug supérieur à mes échecs, donc on va rajouter le texte encore un bug au fichier mes échecs, eh bien on n'a pas besoin de le lancer si la première commande a fonctionné. Donc le permet de ne pas aller plus loin si la première étape a été un succès. Donc en gros, cette syntaxe on l'utilise pour faire une action s'il y a eu un problème avec la première commande. Là, en l'occurrence, l'action, c'est tout simplement de dire soit tu arrives à compiler, soit tu m'affiches un message d'erreur, un message d'échec. Grouper des commandes, ça permet de lancer plusieurs commandes, donc séparées par des points-virgules, mais en considérant cette série de commandes comme si c'était une unique commande, comme si par exemple on avait mis ça dans un script et qu'on avait exécuté ce script en disant voilà, cet ensemble de commandes là, je le considère comme unitaire, comme atomique, et tu vas l'exécuter globalement comme si c'était une seule commande. Et on appelle ça donc un groupe. Et donc on fait ça en mettant ça entre parenthèses. Attention, les parenthèses vont créer un shell supplémentaire pour exécuter le contenu des commandes qui se trouvent dans les parenthèses. Si j'écris commande 1 supérieur à logs, commande 2 supérieur à logs, commande 3 supérieur à logs, ça va exécuter commande 1, ça va envoyer le résultat dans logs, puis ça va exécuter commande 2 qui va concaténer ce qui sort de commande 2 dans logs, et pareil pour commande 3. Eh bien on peut écrire ça de manière plus simple en mettant entre parenthèses commande 1, point virgule, commande 2, point virgule, commande 3, fermez la parenthèse, et tout ça supérieur à log, c'est-à-dire que ce bloc complet, ce groupe complet, va produire l'un après l'autre des choses sur son stdout, et bien le stdout global de ces trois commandes-là va être envoyé dans un fichier logs. Le point virgule permet donc de séparer les commandes. On a vu qu'on utilisait le point virgule pour faire une série de commandes en série, une série de commandes en série, oui, pour enchaîner des commandes en série. Mais ce point virgule sert aussi de séparateur dans les structures de contrôle, pour les écrire sur une seule ligne. Par exemple, si j'ai un if test $.d'interrogation égale 0, then echo ok, phi, eh bien je peux écrire ça sur une seule ligne en mettant if test, donc notre test $.d'interrogation égale 0, point virgule, then echo ok, point virgule, fi. Donc on met un point virgule pour pouvoir mettre cette structure de contrôle sur une seule ligne si on a besoin de la mettre sur une seule ligne. Attention, pardon, le point virgule ne se met que devant les mots-clés de la structure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de point-virgule devant le echo. Entre le zen et le echo, on n'a pas de point-virgule. Le moyen mnémotechnique, pour se rappeler comment on fait, c'est justement de se rappeler qu'on doit mettre le point-virgule devant les mots-clés de la structure. On ne met pas de point-virgule devant le if, parce que le if, c'est le premier mot-clé. Par contre, après, on a le zen qui fait partie de la structure de test, de cette structure conditionnelle. Donc le zen faisant partie de la structure. Alors, le echo fait partie de la structure aussi, mais la structure, on l'appelle if, then, else. Le echo, c'est juste le bloc d'instruction qu'on met dans le zen. Donc je parle des mots-clés qui font partie de la syntaxe de la structure. If, then, alors j'ai dit else, oui, le else, phi, on va voir d'autres, un petit peu plus tard dans ce CM, on va voir d'autres mots-clés de cette structure conditionnelle. Donc ces autres mots-clés aussi pourront être mis sur une seule ligne en les faisant préfixer avec un point-virgule. Donc on met un point-virgule devant le zen, on met un point-virgule, il n'y en a pas ici de else, mais s'il y avait un else, on mettrait un point-virgule devant le else, et un point-virgule devant le phi quand on veut les écrire sur une seule ligne. Les conditions de test. Alors, on a vu déjà le mot-clé test, on a vu les conditions de test, certaines conditions de test, et je vous avais dit, on va revenir sur ces conditions de test pour en voir plus. Et bien voilà, on y arrive. Donc, on va commencer par les chaînes. Donc, on a l'égalité de chaîne, donc avec le égal, test de larval égale une valeur. La différence de chaîne,
point d'exclamation égale. Alors ça fonctionne aussi égalité et différence avec des valeurs numériques, mais on va voir juste dans la diapo après que pour les valeurs numériques, on a une autre manière de faire. Donc ne confondez pas les deux, et quand ce sont des chaînes, utilisez égal et différent, et quand ce sont des valeurs numériques, utilisez l'autre syntaxe qu'on va voir juste après. Donc là on parle bien de chaîne de caractères, même si avec des valeurs numériques ça pourrait fonctionner. Faites attention parce que tester est-ce que 1 est égal à 0,1, et bien c'est faux, parce que avec le égal, avec le symbole égal, parce que 1 et 0,1 sont pris comme des chaînes de caractères, et 0,1, ben c'est pas la même chose que 1, puisqu'il y a un 0 devant. Donc faites bien attention à utiliser les bonnes syntaxes avec les bons tests. Quand vous avez des chaînes de caractères, c'est égal, et quand vous avez des valeurs numériques, c'est comme on va voir juste après. On a autrement, donc ça c'est des opérateurs binaires, parce qu'on a deux opérandes, et on a des opérateurs unaires, avec un seul opérande, par exemple -n pour dire nul, enfin nul en termes de chaîne, c'est-à-dire est-ce que la chaîne a une... non pardon, c'est pas nul du tout, je confonds avec un autre qu'on va voir dans la diapo suivante. Le -n, c'est non vide. Donc, est-ce que la chaîne contient autre chose que du vide? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est la chaîne vide, guillemets, ou est-ce que c'est une chaîne avec quelque chose dedans? Un espace, par exemple, c'est une chaîne non vide. Le -z, c'est est-ce que la variable contient une chaîne vide? Est-ce que c'est, en gros, guillemets. Les valeurs numériques maintenant, les tests sur les valeurs numériques. On a le -eq pour equal, donc là on n'est plus sur l'égalité, ce que je disais tout à l'heure, on teste des valeurs numériques, on fait avec un -eq. C'est-à-dire que si je teste 1 et 0,1 avec un -eq, bah, ça va évaluer à vrai, parce que 1 et 0,1, numériquement, c'est la même chose. Le -eq, le -ne pour not equal, donc test $var -ne une valeur, qui peut être aussi une variable d'ailleurs. Le -lt pour less than, donc c'est est-ce que la première valeur est inférieure à la deuxième valeur. -gt pour greater than, donc est-ce que la première valeur est supérieure à la deuxième valeur. -le pour less or equal, et -ge pour greater or equal. Comment se rappeler, est-ce qu'il faut faire un -eq ou un égal, parce que le égal c'est pour les chaînes et le -eq pour les valeurs numériques. L'astuce, c'est de penser justement à ce -gt par exemple, greater than, donc c'est de dire supérieur ou égal. Donc on se rappelle, grâce à ça, que les tirer quelque chose, c'est pour les valeurs numériques, puisque le -gt n'a aucune signification pour une chaîne de caractères, c'est pour une valeur numérique. Donc on va se rappeler, grâce à ça, grâce au -gt, -le, -lt, etc., qu'on s'intéresse à des valeurs numériques. Du coup, le -eq et -ne sont aussi pour les valeurs numériques. C'est une astuce, un moyen mnémotechnique. Et maintenant, on va voir, on avait vu quand même certains, pas tout ce que toutes ces options, toutes ces tests que je vous ai donnés, là, on les avait pas tous vus, mais on en avait vu quand même certains. Ici, on voit des tests qui sont nouveaux pour vous, sur qui s'intéressent en fait aux fichiers et aux dossiers, aux objets du file system. Le -f permet de tester est-ce que la variable contient un chemin vers un fichier qui existe. -f comme file, -d comme directory, est-ce que la variable, quand c'est le cas d'une variable ou un chemin ou une chaîne de caractères, quand on met une chaîne de caractères derrière, est-ce que ça référence un chemin vers un dossier qui existe? -e, est-ce que c'est un objet qui existe? Fichier ou dossier indifféremment. Donc un objet. Est-ce que le chemin, en fait, est-ce que ce chemin existe vers quelque chose? -s, est-ce que le fichier, alors c'est pour un fichier, est-ce que le fichier existe, et est-ce qu'il existe, enfin il faut qu'il soit vide, donc c'est un fichier qui existe, mais la taille est de 0. -s, alors attention, un petit s c'est pour fichier vide, et -s c'est fichier existe, et il est non vide. -nt, newer than, donc est-ce que, là c'est opérateur, un test avec deux opérandes, est-ce que le premier, la première variable ou la première valeur référence un objet qui est plus récent que celui qui se trouve derrière le -nt, et pareil pour le -ot, est-ce qu'il est older than, est-ce qu'il est plus ancien? Donc ça peut être pratique pour tester est-ce qu'un fichier est plus récent qu'un autre fichier par exemple. Il existe une forme raccourcie de la commande test
donc je rappelle, test, c'est if test val, un premier argument, une condition et un deuxième argument. Ça peut s'écrire if, on vire on enlève le mot test et on encadre notre expression avec des crochets et on met bien des crochets espace. On fait crochet espace, crochet ouvrant espace, et le crochet fermant il est précédé par un espace. C'est hyper important, si on met pas les espaces, ça produit un autre résultat qui est pas du tout ce que vous voulez. Donc if entre crochets $dièse c'est le nombre de paramètres passés à notre commande. If $dièse-EQ donc égale 0. Zen, echo, il manque un paramètre. Donc c'est une autre manière d'écrire un test. Encore une autre forme raccourcie de la commande test, c'est de mettre deux crochets ouvrants et deux crochets fermants. C'est similaire au test avec un seul crochet ou au mot-clé test, mais la condition peut être une expression régulière de type Y, de type regex. Donc une vraie expression régulière, pas des jokers du shell, c'est vraiment une expression régulière. Syntaxe, crochet, encore espace derrière crochet ouvrant et devant crochet fermant, hyper important, on n'oublie pas les espaces. Crochet, $var, tilde égal, alors on pourrait mettre égal, là ça ferait un test sur l'égalité tout simplement. En faisant tilde égal, je peux dire de matcher une expression régulière. Exemple, $fic, donc entre crochet, $fic tilde égal point étoile backslash point hold. Je vais chercher, alors c'est une expression régulière au format regex, je répète. Donc c'est pas des jokers du shell. Donc point signifie n'importe quel caractère, étoile un certain nombre de fois, y compris 0. Donc ça, point étoile, ça signifie un certain nombre de caractères quelconques, suivi d'un point, parce que j'ai un backslash point. Si j'avais juste mis point, on aurait dit suivi d'un caractère quelconque, mais quand on a backslash, on dit je veux pas je veux que ce soit vraiment un point qu'il y a là, et hold derrière. Ben ça va. Et donc ce test-là, je fais un et, c'est-à-dire que si ça évalue à vrai, donc je fais et, c'est une manière raccourcie d'enchaîner plusieurs, un test avec l'exécution d'une commande, comme on a vu un petit peu précédemment, et echo ancien fichier. Donc ça m'affiche, si fic contient une valeur qui match avec cette expression régulière, ça va m'afficher echo ancien fichier. Il est possible de tester aussi directement le code de retour d'une commande sans utiliser la commande test. Donc première manière d'écrire grep sunny inférieur à météo, on va chercher sunny dans météo et on va tester est-ce que la commande grep a retourné 0. Alors je crois que j'ai une petite erreur dans mon écriture, il me semble que ça doit être 1, il faudrait regarder dans le manuel, mais quand grep retourne 0, ça signifie que il n'y a pas eu d'erreur, mais que ça a matché et ça n'a rien matché. Et quand on retourne 1, ça a matché quelque chose. Il me semble avoir commis une erreur là, vous vérifierez dans le manuel, mais en tout cas, dans l'idée, voilà, vous avez l'idée de ce que je voulais faire. Je veux tester, est-ce que c'est égal à 0, zen, echo, ok. Eh bien, on a une manière plus courte d'écrire ça, en écrivant tout simplement if grep sunny inférieur à météo, zen, echo, ok, phi. Ça veut dire, ça va exécuter grep sunny inférieur à météo, et si ça s'est bien passé, à ce moment-là, on va rentrer dans le zen. Certains tests sont aussi disponibles sous des formes négatives ou des formes complémentaires. Par exemple, on a le "-eq" pour equal, et ben on a la forme négative qui est le "-ne", not equal. On a le "-gt", greater than, et on a sa forme non plus négative mais complémentaire qui est le "-le". Si c'est pas greater than, alors c'est less or equal. Si c'est pas plus grand que, c'est plus petit ou égal. Mais certaines formes n'existent pas dans leur forme négative ou complémentaire. Par exemple, le "-f pour dire est-ce que c'est un fichier, eh ben on n'a pas le "-nf par exemple n'existe pas pour dire c'est pas un fichier. Donc pour obtenir une négation quand on n'a pas de forme négative ou de forme complémentaire, eh ben on peut utiliser le préfixe point d'exclamation avec la syntaxe suivante, test point d'exclamation -f et le fichier derrière, signifie non plus, cette fois-ci, est-ce que je teste, est-ce que le fichier existe, mais je teste, est-ce que le fichier n'existe pas. Ça marche aussi très bien avec les crochets et les doubles crochets aussi, cette forme négative avec le point d'exclamation. On n'oublie pas de bien séparer le point d'exclamation, mettre un espace devant et un espace derrière. Les conditions successives peuvent s'écrire par imbrication de if. If test, .zen, else if test à l'intérieur, etc., etc. Et on a autant de phi qu'on a de if imbriqués.
Il existe une forme beaucoup plus concise d'écrire les choses. On peut écrire if test .zen, enfin voilà, vous le fais sous forme raccourcie. Et au lieu de faire un else et un if à l'intérieur du else, eh bien je fais un elif, qui signifie c'est comme un else if, mais là ils sont tous au même niveau et on n'a qu'un phi qui ferme le if, alors que tout à l'heure on avait autant de phi qu'il y avait de else if imbriqués. Donc les elif permettent de faire des conditions successives un premier if et ensuite des conditions successives. Et on peut avoir un else qui vient se mettre en dernier avant le phi final. Les conditions à valeur multiple. Alors une condition doit être, si vous avez une condition qui doit être testée à plusieurs valeurs, donc vous avez plusieurs if variable égale valeur, else if ou elif variable égale valeur 2, elif valeur égale valeur 3, variable égale valeur 3, etc. Eh bien, on a une structure de contrôle qui est dédiée à ça dans le bash, c'est le case, qui existe aussi en langage C et dans d'autres langages. C'est donc d'écrire case, notre variable, in et une série de conditions possibles, et ces conditions sont écrites de la manière suivante, c'est valeur 1, parenthèse, et les instructions qu'on souhaite exécuter si effectivement la variable correspond à cette valeur 1. Donc ces instructions sont séparées par des points-virgules, et pour signifier la fin d'exécution de ce bloc, eh bien on met deux points-virgules. Le cas numéro 2, pareil, le cas numéro 3, pareil, et on arrive à la fin, éventuellement, avec un étoile, parenthèse, qui dit, c'est une manière de dire, bah, s'il n'y a aucun cas qui correspond, eh bien, voilà le cas par défaut. Et le case se termine par un ESAC. Donc le ESAC, c'est le case écrit à l'envers, tout comme on avait un if phi, et ben on a un case ESAC. Donc j'ai dit le étoile point parenthèse permet de faire le cas par défaut. Et les valeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs peuvent être des expressions régulières du shell, donc des jokers du shell. Exemple, read-p, donc je vais lire une variable qui s'appelle rep, -p prompt pour dire je vais afficher un petit texte d'introduction avant la réponse, supprimer point d'interrogation, entre parenthèses, oui, o/n. Et ensuite je vais faire un case sur ma variable rep, et je vais dire case rep in, et là je vais mettre 3K. Et je vais utiliser des jokers du shell, et volontairement j'ai utilisé des jokers des syntaxes un petit peu différents pour vous montrer les différentes syntaxes. Je vais partir du principe que la réponse oui, ça peut être un O majuscule, un O minuscule, et finalement ça peut être aussi oui, OUI, écrit en majuscule, en minuscule, ou capitalisé avec un O majuscule, le reste en minuscule, bref. J'ai plusieurs cas possibles, et bien je vais globaliser ça sous la forme d'une expression avec des jokers en disant ça peut être un O majuscule étoile, c'est-à-dire un O, et puis suivi de quelque chose, peut-être rien du tout, ou, donc le pipe, c'est un O minuscule, suivi de quelque chose, peut-être rien du tout. Donc là on a en fait tous les cas, à partir du moment où ça commence par un O, qu'il soit majuscule ou minuscule, je vais afficher donc echo ok ok, et je fais point virgule, rm étoile, point virgule, pour dire, voilà, je termine ma ligne d'instruction, parce que j'ai deux instructions, j'ai un echo et un rm, et je pourrais encore en avoir d'autres, ils sont séparés point virgule, mais le fait d'avoir deux points virgule successifs permet de dire, c'est la fin du bloc. Pareil pour le bloc non, cette fois-ci j'utilise une autre syntaxe en disant, ça peut être un n majuscule ou minuscule, c'est une liste de 2 caractères, n majuscule ou minuscule, étoile, il peut y avoir un truc derrière. Donc ça peut être non, ça peut être un n majuscule ou minuscule, un non, un no éventuellement, ça marche aussi. Voilà, donc c'est une manière d'utiliser de définir une réponse acceptable pour le n avec des jokers du shell. Je répète, c'est pas des regex, c'est des jokers du shell. Et le étoile parenthèse, eh bien c'est le cas par défaut. S'il n'y a rien qui correspond au-dessus, eh bien on arrive sur ce cas-là. On va parler maintenant des boucles. La boucle for, on a déjà vu la boucle for dans un contexte de liste ou de tableau. C'est-à-dire l'écriture for lm in array, en supposant que array soit une liste ou un tableau, do done.
Eh bien, la boucle for existe aussi dans un contexte plus traditionnel, comme en langage C, comme dans plein de langages de programmation, sous la forme de for, une partie initialisation, une partie test de conditions de poursuite de la boucle, et une partie action qu'on fait à chaque passage de boucle. Et la syntaxe c'est for, et tout ça on met entre deux parenthèses ouvrantes fermantes. Et on a un do done aussi pour encadrer notre for. Exemple, for loop égale 0, point virgule loop inférieur à 10, point virgule loop plus plus. Do echo loop done. La partie loop égale 0, c'est la partie initialisation de la variable de boucle. La partie tant que, c'est la partie loop inférieur à 10, c'est la partie tant que la condition évalue à vrai. Pardon. Et la dernière partie, loop plus plus, eh bien c'est ce qu'on fait à chaque passage, à chaque action qu'on fait, à chaque passage, à chaque bouclage, et c'est souvent l'incrément, effectivement, ou l'évolution de notre variable de boucle. Là, c'est un incrément de la variable loop. Chaque partie d'une instruction de boucle est facultative, tout comme elle est aussi facultative en C. Les trois parties sont facultatives, on n'est pas obligé de les spécifier, on peut omettre certaines parties. Là, le for, parenthèse, deux parenthèses, point virgule, loop inférieur à 20, point virgule, loop plus plus, on voit que devant le premier point virgule, il n'y a rien. Bah oui, la partie initialisation, finalement, il n'y a pas d'initialisation. Donc, que vaut loop? Eh ben, loop vaut la valeur que loop a déjà, au moment où on arrive dans la boucle, si elle existe déjà, ou alors elle a la valeur 0, si la variable loop n'existe pas. For loop égale 10, point virgule, loop plus plus, ben là c'est la partie de test, de continuation, qui est absente. Ça signifie tout simplement qu'on va boucler indéfiniment, sauf si on a une interruption dans le do done. On va voir ça plus loin, comment on peut interrompre dans le do done aussi. Mais là, si on n'a rien dans le do done pour interrompre, eh ben on a une boucle infinie. For loop égale 1, point virgule, loop inférieur à 10, point virgule, et rien derrière. Là, c'est la partie action qu'on fait à chaque bouclage. Ben, il n'y a pas d'action. Donc la variable de boucle, là, telle que c'est là, elle ne va pas évoluer, mais on peut la faire évoluer dans le do done aussi, si on le souhaite. Si on laisse ça en l'état, et que dans do done, il n'y a pas d'évolution de la variable loop, et bien là c'est pareil, on va boucler indéfiniment, puisque loop va toujours valoir 1 et on ne sortira jamais de cette boucle. La fin d'une boucle intervient quand la condition de bouclage n'est plus vraie, quand la condition de bouclage est évaluée à faux. Mais on peut aussi mettre fin à une boucle en utilisant une instruction, l'instruction break, qu'on connaît dans de multiples langages, et notamment le langage C. Si on fait break, dans le corps de la boucle, eh bien on interrompt la boucle. For, donc partie init, condition, instruction, do, done, et dans do, done, on a un break, ça interrompt la boucle. Exemple, for loop égale 1, point virgule, loop plus plus. Donc il n'y a pas de condition d'arrêt là. Do, done, et à l'intérieur je fais if, donc test, parce que c'est entre crochets, non-f, donc c'est est-ce que ce qu'on met derrière le -f, est-ce que c'est pas un fichier? Donc on va tester, est-ce que $loop, la variable loop.txt, est-ce que ça correspond à un fichier qui existe? Et si ça ne correspond pas à un fichier qui existe, eh ben on fait un break, on interrompt la boucle. Donc cette boucle-là, ça permet de trouver le premier fichier nn.txt inexistant. Donc on va commencer par tester 1.txt, 2.txt, 3.txt, etc., etc., jusqu'à ce qu'on tombe sur un x, un nn.txt, qui n'existe pas, et là, la boucle s'interrompt. Il est aussi possible de forcer un bouclage immédiat, d'arrêter d'exécuter les instructions et de dire je reboucle immédiatement à l'itération suivante en utilisant l'instruction continue qu'on connaît aussi en langage C et dans d'autres langages. Donc l'exemple que je mets là, il est pas complet parce que j'avais pas assez de place, mais l'idée c'est d'avoir le continue sans doute dans un test, c'est-à-dire d'avoir une boucle, un do done, et puis à un moment donné on fait un test, et si le test évalue à vrai, eh bien on fait un continue, on n'exécute pas les instructions suivantes. Là le continue, je devrais mettre des points d'exclamation, des points de suspension derrière pour dire il y a d'autres instructions. Parce que le continue à la fin d'une boucle, enfin d'un do done, évidemment il sert pas à grand chose. Mais prenons un exemple, l'exemple suivant. For loop égale 1, loop inférieur à 10, loop plus plus, do done. Et là je vais tester est-ce que -d de $loop, c'est-à-dire je vais tester est-ce qu'il y a un dossier qui porte le nom
le nom contenu dans la variable $loop, c'est-à-dire est-ce qu'on a un dossier qui s'appelle 1, puis 2, puis 3, puis 4, et puis une fois qu'on arrive, si on tombe sur un dossier qui porte ce nom-là, eh bien on va pas plus loin dans l'exécution de notre corps de boucle, on boucle tout de suite, on fait continue, on boucle tout de suite. Par contre, si on n'a pas de dossier qui porte ce nom-là, eh bien on choisit on rentre pas dans le if du coup, donc on va continuer à exécuter les instructions derrière, on va faire un echo, pas trouver le dossier $loop, et on va faire un mkdir de notre dossier, donc de dossier qui va s'appeler $loop. Boucle while maintenant, donc while tant que, qui est similaire à ce qu'on trouve dans plein de langages, et notamment le langage C, while condition do done. Donc la boucle va se terminer quand la condition va devenir faux. Tant que la condition est vraie, eh bien on boucle. Dès qu'elle devient faux, on arrête de boucler. La boucle for, généralement, on l'utilise quand on connaît à l'avance le nombre d'itérations. La boucle while, c'est plutôt quand on ne connaît pas et qu'on attend que quelque chose devienne vrai. La condition peut être ce while peut être un test. Par exemple, while test note-f var log debug.txt do done, et dans do done, je mets un slip 60 et je fais un echo, le fichier log est arrivé. Ça fait quoi? Eh bien, ça va tout simplement tester est-ce que var log debug, est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est pas un fichier? Tant que c'est pas un fichier, donc tant que le fichier est absent, eh bien on va dormir, on va attendre 60 secondes, 1 minute. Et on va boucler, et jusqu'à un moment donné, peut-être que le fichier va apparaître il était inexistant, va apparaître dans var log, on va avoir un debug.txt qui va apparaître, et à ce moment-là, eh bien le test va l'évaluer à faux, et on va sortir de notre while, et on va à ce moment-là afficher le echo, le fichier log est arrivé. Donc cette structure-là, cet exemple-là, permet d'attendre la présence d'un fichier chaque minute. Dès que le fichier va arriver, alors moyennant 60 secondes d'attente, ça va pas être tout de suite quand il va y arriver, parce que s'il est en train de faire son slip, eh ben on va attendre de repasser dans la boucle, et donc au maximum 1 minute, et dès que le fichier va être présent, eh bien on va interrompre la boucle. La condition peut être aussi le résultat d'une commande, c'est-à-dire d'un $. Tant que ./traitement fichier, donc je vais exécuter ce script traitement fichier, tant que ce script évalue à vrai, c'est-à-dire tant que il nous retourne un code d'erreur qui n'est pas un code qui n'est pas une erreur, donc un 0, eh bien on va boucler dans le do done. Donc on va afficher jusqu'ici tout va bien, et puis on va reboucler, on va réexécuter le script. Si encore ça se passe bien, eh ben on affiche le echo, et puis on reboucle, etc. jusqu'à ce que le script finalement ait un problème et nous retourne un code d'erreur. Dans ce cas-là, ça va évaluer à faux, et on va sortir de notre boucle while do done pour afficher les bonnes choses ont une fin. Donc la boucle s'arrête quand le traitement est en erreur, c'est-à-dire quand le $.interrogation retourne 0. Retourne quelque chose de différent de 0. Boucle while avec un read. La lecture de variables comme condition de boucle peut se faire avec la syntaxe suivante. While read nom prénom, do done, et à l'intérieur je mets un echo bonjour, $prénom, $nom. Donc le read nom prénom, ça va lire au clavier deux valeurs séparées par un espace. Donc si vous tapez un nom et un prénom, le while read va alimenter nom et prénom, et puis on va boucler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien arrivé sur stdin. Donc ça c'est le cas par exemple où notre script serait derrière un pipe d'une autre commande, ou avec un inférieur avec un fichier par exemple qui viendrait alimenter le stdin, ou alors si on est en lecture clavier, tout simplement si on appuie sur CTRL-D, pas CTRL-C, CTRL-D, CTRL-D ça permet de dire il n'y a plus rien qui va arriver sur stdin, je ferme stdin. Dans ce cas-là, le while read va évaluer à faux et on va arrêter de boucler. On a aussi possibilité d'affecter des variables, donc avec le read, mais en utilisant une source tube, c'est-à-dire une source qui provient du résultat d'une commande, qui serait qui se met devant le while. Par exemple, ls-l, alors si vous tapez ls-l, vous allez voir que vous allez avoir un affichage en colonne, avec 9 colonnes, avec différentes choses dedans. Pour l'instant, vous n'avez pas vu beaucoup la signification de toutes ces colonnes-là. Il y en a quelques-unes, la taille du fichier, la date de dernière modification du fichier, le nom du fichier.
mais il y a des parties que vous ne savez pas encore à quoi elles correspondent et qu'on verra un petit peu plus tard, notamment les droits. Eh bien, ce ls-l, là, on peut le piper, on sait faire des commandes avec un pipe, mais on est habitué à faire une commande pipée sur une autre commande. Eh bien là, on peut faire une commande, le résultat d'une commande pipée sur un while read, et donc une série de variables derrière, autant de variables qu'il y a de parties dans ce que produit la commande qui est devant le pipe. Donc while read, 9 variables que je mets derrière, do, donne, et à l'intérieur je fais un echo $non à une taille de $taille. Donc en fait, à la 5e position, j'ai ma taille, et à la 9e position, dans le ls-l, j'ai mon nom. Donc je mets d'autres variables, parce que pour remplir les différentes zones, il faut bien qu'elles soient qu'il y ait des variables pour réceptionner les différentes parties de mon ls-l, mais finalement je vais m'intéresser jusqu'à la 5e variable qui est taille et à la 9e variable qui est nom. Si vous essayez cette commande, vous allez voir que ça va vous afficher, ça va utiliser le ls-l pour alimenter le while read qui va donc boucler tant que le ls-l lui apporte des données à manger. Comme avec les boucles for, une boucle while peut être interrompue par un break et peut être bouclée immédiatement. On peut avoir un bouclage immédiat avec un continue, comme avec la boucle for. On a aussi la boucle until qui existe, donc qui signifie jusqu'à. Donc la boucle until, c'est comme la boucle while, mais simplement le test est opposé. C'est-à-dire que le while, c'est tant que la condition évalue à vrai, et le until, c'est jusqu'à ce que la condition évalue à faux. Mais c'est exactement la même chose autrement, c'est juste une condition opposée. Donc on boucle jusqu'à ce que la condition soit fausse. Je vais maintenant vous parler du select. C'est un mot-clé interne au shell, au bash, qui permet de faire ce que j'appelle le menu de l'étudiant fatigué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait plein de choses en une seule commande. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez afficher un menu, et que vous voulez ensuite, dans une boucle, afficher ce menu, et puis lire la réponse de l'utilisateur, et faire une action en fonction de la réponse de l'utilisateur, et boucler comme ça indéfiniment, ou jusqu'à ce que l'utilisateur ait saisi un choix qui le fait quitter, par exemple, cette boucle, eh bien ça se fait avec une seule commande qui affiche une liste de choix, qui lit sur stdin la réponse, et qui recommence tant qu'il y a des données sur stdin, ou jusqu'à ce qu'on ait à taper CTRL-D. Donc c'est très pratique pour afficher rapidement un menu, et l'exemple suivant vous montre comment on procède. On fait select rep, donc rep ça va être la variable qui va réceptionner le choix de l'utilisateur, select rep in, et derrière on met des chaînes de caractères, c'est pour ça que je les mets entre guillemets, parce qu'il y a des espaces dans certaines chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères séparées par encadrées par des guillemets, et je mets tous les choix possibles en fait de mon menu. Et j'ai un do-done, et dans mon do-done, j'ai un si la réponse est, et alors la variable rep va contenir la chaîne en question que l'utilisateur a choisie. Donc j'ai juste qu'à tester avec justement la valeur de la chaîne. Si rep égale traitement 1, then, j'exécute une série de commandes. Elif, donc c'est else-if, donc elif rep égale traitement 2, j'exécute une série de commandes. Elif rep égale quitter, j'exécute d'autres commandes. Alors sans doute que pour le quitter, la commande en question que je vais exécuter, c'est break, pour mettre un terme à cette boucle, parce qu'on est dans une boucle. Select, c'est une boucle, hein. Il y a un do-done, mais c'est une boucle, ça va réitérer à chaque fois l'affichage du menu et la demande d'une réponse. Exemple d'affichage, qui correspond à l'exemple précédent, eh bien j'ai un... Alors tous mes choix seront numérotés, et l'utilisateur devra répondre sous forme d'un numéro. Même si moi, ma réponse n'arrivera pas sous forme d'un numéro, mais ça arrivera sous forme de la chaîne de caractères en question. C'est une petite subtilité, mais on doit tester la chaîne. Rep va contenir traitement 1, traitement 2, ou quitter, mais il ne va pas contenir 1, 2 ou 3. Par contre, l'utilisateur, lui, va saisir 1, 2 ou 3. C'est une bizarrerie, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il va nous afficher un petit dièse point d'interrogation pour nous inviter à répondre à la question du choix que l'utilisateur doit faire dans le menu. Parlons maintenant des fonctions. Il existe des fonctions aussi en bash. Alors, il y a des fonctions internes au shell, mais on peut aussi définir nous-mêmes des fonctions, comme on fait
des définitions de fonctions en C et dans plein de langages. Et la définition d'une fonction est similaire à la syntaxe qu'on utilise dans le langage C, c'est-à-dire qu'on met le nom de notre fonction, parenthèse, parenthèse, et il n'y a pas de paramètres dedans. C'est parenthèse, parenthèse. On va voir les paramètres, comment on utilise les paramètres, mais il n'y a pas de paramètres. C'est parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et des accolades pour encadrer le bloc d'instruction de notre fonction. L'appel à une fonction en bash se fait comme si on appelait une commande, par exemple mkdir espace ou echo espace avec les paramètres derrière. Et bien quand on appelle une fonction en bash, et bien on fait pareil, on met son nom, espace et on met la liste des paramètres. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas de paramètres. Il n'y a pas de paramètres il n'y a pas de parenthèse avec des paramètres dedans, parce qu'en fait, les paramètres vont être accessibles par des variables $1, $2, $3, $4, etc. Comme les paramètres qui sont passés au script. Donc, quand on a un script qu'on lui passe des paramètres, $1, $2, $3 sont les différents paramètres qu'on passe au script, et bien pareil pour les fonctions. Quand on appelle une fonction, par exemple la fonction coucou, ici, quand je fais coucou avec 2 paramètres derrière, et bien les paramètres ne vont pas se retrouver dans les parenthèses de ma fonction coucou, mais vont tout simplement être $1, $2, $3 aussi dans le corps de la fonction. Bien évidemment, ces $1, $2, $3 dans la fonction vont occulter les $1, $2, $3 paramètres du script. Donc si on a besoin dans une fonction d'utiliser les paramètres qui ont été passés au script, eh bien il va falloir les mettre dans des variables pour que dans la fonction on puisse voir ces paramètres, parce que $1, $2, $3 vont être les paramètres de la fonction et vont donc totalement masquer les paramètres passés au script. On va parler maintenant de quelques astuces. Premièrement, le débugage. Pour mettre au point un script, eh bien, on a parfois besoin de savoir, de faire du débugage, savoir qu'est-ce qu'il fait, quelles actions il fait, où est-ce qu'il plante éventuellement. C'est pas toujours super évident de mettre au point un script. Et il y a un flag spécial. Alors, on connaît la commande set qui permet d'afficher les variables locales d'un script. Qu'on a vu un petit peu précédemment dans ce CM, eh bien il y a le set espace-x qui permet d'activer le traçage de tout ce que le script va exécuter, et au fur et à mesure qu'il va l'exécuter. Et comment ça se passe? Eh bien on va prendre un exemple, on va faire un set-x dans un script, set-x, echo salut, exit 0. À l'exécution, quand il va exécuter set-x, bon, il va rien se passer, enfin, on va rien voir de particulier, mais quand il va exécuter, à partir du moment où on aura fait le set-x, quand il va exécuter echo salut, eh bien, comme on est en set-x, il va afficher la commande echo salut, et il va la faire précéder d'un plus pour dire, je vais exécuter echo salut. Et ensuite, il exécute echo salut, et donc on a l'affichage de salut, puisque echo salut affiche salut. Donc, à l'exécution, on va avoir toute une série de plus, comme ça, avec la commande, enfin la ligne qui va exécuter, donc il va faire plus avec la ligne qui va exécuter, et après il va exécuter la ligne. Donc c'est pratique pour mettre au point des scripts, il suffit de mettre un set-x au début du script, et comme ça permet de savoir un petit peu où il en est, et qu'est-ce qu'il fait, et à quoi correspondent les affichages, à quelles expressions, à quel appel de commande, même si on est dans une boucle par exemple, eh bien on saura à quel endroit on est dans la boucle. Quand un script contient une série de commandes et que toutes ces commandes doivent aboutir, eh bien au lieu de faire des séries de tests, on pourrait faire commande 1 et commande 2 et commande 3, etc. Mais il y a une autre syntaxe qui permet de dire exécute-moi une série de commandes, et s'il y en a une qui n'aboutit pas, enfin qui retourne à un code d'erreur, eh bien tu interromps, tu vas pas plus loin. Ça se fait avec le set-e comme error, qui permet de dire, voilà, je veux que tout ce qui suit s'exécute sans erreur. S'il y a la moindre erreur, tu t'arrêtes instantanément, tu vas pas plus loin. Ça m'évite d'avoir à faire une série de tests pour vérifier que les commandes s'exécutent bien. Set-e, mkdir slash, alors mkdir slash ne va pas aboutir, puisque slash c'est la racine de mon file system. Si je fais un mkdir de slash, eh ben, ça va planter puisque slash existe déjà. Donc set-e, je dis, je veux que tout ce qui suit s'exécute correctement. S'il y a la moindre erreur, tu t'interromps. Mkdir slash echo ici,
il va me faire mkdir, il va me dire /isodirectory, ça c'est son erreur, et c'est tout, il va pas afficher ici. Alors que si j'avais pas le set-e, eh bien il aurait affiché l'erreur, mais il aurait continué et il aurait fait le echo ici. Là il le fait pas, puisque mkdir retourne un code d'erreur, donc ça va pas plus loin, ça s'interrompt. Pour éviter que des variables soient utilisées sans qu'elles aient été affectées. Ça c'est le shell bash a cette facilité de dire si une variable n'existe pas et qu'on en fait usage, eh bien on va considérer qu'elle est vide. Si on veut pas de ce genre de choses, parce qu'on veut blinder un petit peu notre script et dire il n'y a pas de raison qu'on utilise une variable qui n'existe pas, moi j'affecte toutes mes variables avant qu'elles soient utilisées. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une erreur de syntaxe ou une mauvaise frappe, donc je veux pas risquer ça. Je fais un set-u comme undefined, c'est-à-dire que si on fait appel d'une variable qui n'a pas été affectée, eh bien ça s'interrompt immédiatement à l'endroit où se trouve l'utilisation de la variable non affectée. Exemple, echo ici, echo $non, echo là. Je vais avoir ici qui va s'afficher, et c'est tout. Je ne vais pas avoir d'autre chose, puisque quand on va tenter de faire un echo $non n'ayant pas été initialisé, ça va avorter, et ça va interrompre automatiquement le script, donc je ne vais pas avoir le là ne va pas s'afficher, ni même une chaîne vide correspondant au $non. Configuration, quand on lance un bash en mode interactif, c'est-à-dire interactif, c'est pour taper des commandes. Hein. Donc on peut lancer un bash de plusieurs manières, enfin il peut avoir plusieurs usages. Il peut avoir, ça peut être pour taper des commandes, donc dans un terminal on a un bash, on tape des commandes, c'est en mode interactif. Mais quand on met par exemple une série de commandes entre parenthèses, eh bien, ou qu'on lance un script, eh bien ça crée toujours en général, ça crée, avec les parenthèses ça le fait, et quand on lance un script, ça le fait aussi, sauf si on fait source devant, ça va créer un shell, un autre bash, juste pour l'exécution de notre script. Donc ça, c'est pas un script en mode interactif, c'est pas un script pour taper des commandes, il ne vous affiche pas un $ et puis prêt à taper des commandes. Donc le script en mode interactif, c'est pour taper des commandes. Quand on a un bash en mode interactif, c'est pour taper des commandes. Quand on a un tel bash et qu'il s'agit d'un shell de login, c'est-à-dire c'est un shell qui est lancé après l'identification de l'utilisateur. Donc vous avez login, vous avez tapé votre login, votre mot de passe, et ça vous crée un premier shell prêt à réceptionner vos commandes. Ce shell-là, eh bien, il va exécuter une série de scripts, s'ils existent, dans lequel il va y avoir des fonctions d'initialisation, de préparation, de votre environnement, enfin bref, tout un tas de choses qui peuvent s'exécuter automatiquement. Et ces scripts-là sont dans différents fichiers. On va trouver etc profile. Alors ça, c'est etc profile, c'est vraiment le script global à tout le système. Tous les utilisateurs ont ce etc profile. C'est un etc profile, enfin c'est un script qui est commun à tous. Et ensuite, les trois autres scripts, c'est ~bash_profile. Ça, c'est quelque chose qui se trouve donc dans votre home directory, le tilde. Donc, il est à vous et vous pouvez le modifier si vous voulez. On va trouver aussi le ~bash_login et le ~profile. Donc, ces trois scripts-là, s'ils exécutent, sont exécutés à chaque login interactif, à chaque bash interactif, qui est un bash de login. Quand un bash est lancé en mode interactif, mais qu'il ne s'agit pas d'un shell de login. Par exemple, quand on fait un nouveau terminal, on fait un nouveau terminal dans notre interface graphique, ça va nous créer un terminal, une fenêtre, et dedans on va avoir un shell. Donc ça c'est un shell en mode interactif, mais c'est pas un shell de login. Vous n'avez pas tapé votre login pour avoir ce shell-là. Et bien dans ce cas-là, il n'exécute pas les 4 scripts dont j'ai parlé, s'ils sont présents, il va exécuter un script qui est dans votre home directory et qui s'appelle .bashrc. Pareil, vous pouvez aller regarder dedans, ne modifiez rien, mais vous pouvez aller regarder dedans, c'est quelque chose qui vous appartient, et vous pouvez le modifier si vous voulez. Je vous déconseille de le modifier si vous ne savez pas ce que vous faites, et à ce stade-là, sans doute que vous ne savez pas encore trop ce que vous faites, donc évitez de le modifier. Quand un bash interactif de login s'arrête, c'est-à-dire quand on se délogue, eh ben il va exécuter un ~bash_logout. C'est encore un shell c'est encore un script qui vous appartient, et vous pouvez le modifier à loisir pour y mettre des choses dedans. Voilà, peut-être qu'il existe et s'il fait peut-être du nettoyage, il vire peut-être des fichiers temporaires ou ce genre de choses. Bref, on peut en faire usage et y mettre ce qu'on veut.
Voilà, ceci met un terme au CM sur le bash avancé, donc vous voyez que quand même c'est assez dense. Je vous conseille de vous refaire les vidéos, alors intégralement ou en partie, peut-être que vous avez mis des indicateurs sur des moments importants. Voilà, je vous conseille de rejeter un œil quand même pour bien assimiler tout ça, de noter comme d'habitude, comme je le dis tout le temps, quels sont les éléments clés, comment on affecte une variable, comment on utilise une variable, les tests avec les crochets, ne pas oublier les espaces, les tirets EQ, le égal, le différent, voilà, il y a tout un tas de choses, comment on manipule les variables aussi, c'est très important de bien assimiler ça, et puis de vous noter les petites subtilités. Le bash, c'est clair que c'est un truc qui date, mais qui est encore très très utilisé, et voilà, il y a des choses qui sont pas, c'est pas super carré au niveau de la logique parfois, faut faire avec, c'est comme ça.